ici. Alors, en tout cas, je suis trop content d'écouter M. Fabrice de la manière dont il a exposé la présentation, les genres de réflexion. Moi, je crois qu'avec ce genre de personnes, franchement, d'ici 2030, le Congo ne va pas devenir quand même le même. Donc, il va y avoir vraiment un changement. Moi, personnellement, je crois que tout le monde présent ici croit que le Congo, un jour, peut-être d'ici 2030, je ne sais pas 2035, si on peut un peu aller au-delà, on peut aussi viser l'émergence. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur l'industrialisation au centre de l'émergence de la RDC. Donc, avant d'entrer dans le sujet, j'ai voulu d'abord, disons, essayer d'amener tout le monde à un diapason de compréhension parce que on ne peut pas déjà directement se lancer dans les sujets industrialisation, c'est quoi, émergence. Bon, M. Fabrice a donné quelques mots, mais je vais aussi essayer d'ajouter quelques critères donc, pour qu'un pays soit appelé pays émergent. Alors, premièrement, nous devons comprendre que l'industrialisation, c'est en soi l'ensemble des processus de fabrication de produits manufacturés, donc c'est-à-dire en recourant à des techniques qui permettent une forte productivité. En soi, en général, c'est en soi une activité qui essaie de renverser des techniques artisanales ou manuelles, donc des productions, en recourant à des sources d'énergie, à des machines, pour avoir vraiment un produit qui répond aux normes standards. Donc, c'est-à-dire, quand on dit normes standards, c'est un produit homogène qui peut répondre aux besoins de la population sur la scène internationale, c'est-à-dire dans le monde actuel. C'est en soi ça, l'industrialisation. Alors, l'émergence, émerger, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans l'eau, donc qui est plongé. Alors, émerger, c'est sortir de la surface de l'eau. Donc, nous voulons que notre pays puisse aussi sortir de la surface de l'eau. Donc, c'est en soi ça. Alors, je vais ajouter à ce que M. Fabrice a dit sur les critères, donc les principaux critères pour qu'un pays soit appelé pays émergent. Premièrement, il a mentionné d'une croissance économique forte, c'est-à-dire normalement supérieure à 5%, donc sur le long terme. Donc, on dit 10 ans, donc 5 ans, il y a un pays qui enregistre une forte croissance économique, c'est-à-dire que, voilà. Donc, et puis, deuxièmement, il y a la création, donc le taux de création d'emplois doit être phénoménal, c'est-à-dire trop rapide, c'est-à-dire que donc, la majorité de la population donc, est occupée par le boulot, quoi. Donc c'est en soi ça. Et troisièmement, nous avons le taux d'exportation de produits industriels doit être élevé par rapport au taux d'importation, c'est-à-dire que c'est un pays qui exporte beaucoup de produits et qui importe peu. Donc c'est là des pays émergents. Aussi nous avons un point très important, c'est la stabilité politique. Donc c'est un pays qui est stable politiquement parlant et une économie diversifiée comme M. Fabrice a dit. Donc une économie qui ne dépend pas seulement d'un seul secteur comme chez nous. Le cas de, donc c'est-à-dire que nous dépendons seulement des facteurs miniers alors qu'il y a aussi d'autres facteurs qu'on doit, donc, dont je vais un peu entrer en profondeur plus tard. Et il y a aussi se présenter sur la scène internationale, comme j'ai dit, donc c'est-à-dire un pays qui cherche le marché sur le plan international. Ce sont là les critères de pays émergents. Alors, je vais parler premièrement sur l'historique. Donc, c'est quoi l'industrialisation de la RDC, comment ça a commencé, où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était avec la colonisation vers 1943, ouais. C'est-à-dire avec la colonisation, le Congo était le producteur majeur donc, de produits comme le cuivre, cobalt, caoutchouc et bien d'autres produits industriels. Mais il s'est fait que le Congo en offrait, donc c'est-à-dire que le Congo a plongé vers les années 1970. C'était sur le plan industriel. Donc on était en train d'enregistrer une croissance négative. Donc c'est-à-dire que l'industrialisation était négative, donc la pente allait en décrescendo, quoi. Donc c'est-à-dire que la pente était en train de chuter au fur et à mesure que les années passaient. C'était avec le régime du feu Mobutu. Donc voilà, jusqu'en 2001. Donc c'est-à-dire que la pente sur l'industrialisation était en train de chuter. Alors, c'est vers 2018, donc vers 2008, 2008, avec l'arrivée de Glencore, Gentler, tout ça,
ils se sont installés au pays, bon, bien qu'ils font aussi autre chose que nous connaissons, qu'ils sont en train de piller le pays, bien sûr, mais au moins la pente sur la productivité, donc sur le plan industriel, nous voyons que la pente essaie un peu de se régresser petit à petit, parce que c'était déjà donc, les temps où on a aussi mentionné, parce que 2015, le Congo était le premier pays producteur mondial du cobalt. Donc on sent que la pente se régresse. Et maintenant, autre point, donc j'ai voulu parler sur les sortes d'industries, donc les différentes catégories d'industries existantes dans notre pays. Donc nous devons savoir que dans notre pays, nous avons 3 sortes d'industries. Nous avons les industries manufacturières, les industries agroalimentaires et l'industrie de l'énergie. Alors, je vais vous donner des problématiques donc, qui fait que on n'arrive pas à pouvoir exploiter disons, au max ces secteurs ici, qui est l'industrie manufacturière, l'industrie agroalimentaire et l'énergie. Alors, donc, en soi, l'industrie manufacturière comprend 3 sous-ensembles. Donc, nous avons l'industrie produisante de biens intermédiaires, entre autres, il y a la sidérurgie, la métallurgie et la chimie. Et il y a l'industrie de biens d'équipement et des entreprises. Il y a les machines-outils, matériels et l'immobilier. Il y a aussi l'industrie de biens de consommation courante, comme la pharmacie. Donc, la pharmacie, je pense qu'au Congo, il y a des plantes médicinales dont on va entrer un peu en détail au fur et à mesure qu'on avance. Il y a aussi l'industrie textile, la parachimie et l'agrochimie. En fait, là, ce sont les secteurs que nous avons au pays. Mais ce qui se fait que, maintenant, je vais un peu aller, disons, donner les facteurs qui handicapent donc, cette promotion de l'industrialisation dans notre pays. Donc, quels sont quelques facteurs qui bloquent l'industrialisation. C'est-à-dire, premièrement, nous avons les difficultés d'accès à l'énergie. Ça, c'est un point vraiment trop capital. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'industrialisation, on voit que nous sommes en train d'utiliser une source d'énergie. C'est-à-dire, on utilise des machines et des machines fonctionnent avec l'énergie. Alors, chez nous, nous avons ces problèmes-là, les difficultés d'énergie, donc d'accès à l'énergie. Il y a aussi, je pense qu'avec peut-être la prochaine conférence, il y a M. Loulemba qui va nous parler sur donc, comment maximiser la production en énergie en RDC. Donc, c'est aussi un sujet qu'on envisage. Il y a aussi le problème des infrastructures dans notre pays. Il y a, donc, c'est-à-dire, comment est-ce que les investisseurs peuvent produire de produits? Quand ils produisent, c'est-à-dire ils comptent exporter cela dans d'autres pays. Donc pour que le Congo soit représenté sur la scène internationale, on dit que ça c'est Made in Congo. Maintenant, comment exporter cela tant que nos routes ne sont pas bonnes? On n'a pas des aéroports. Donc tout ça, on comprend que ce sont des problèmes qui entrent, donc qui handicapent l'industrialisation de la RDC, les problèmes des infrastructures. Il y a M. Kidima qui va entrer en détail avec, comme vous le disiez là, il va entrer en détail sur ces points. Il y a le non-encadrement des producteurs potentiels en RDC, ça c'est un problème. C'est-à-dire, dernièrement ici, il y a une dame qui a étudié ingénieur en électronique industrielle. Elle s'est basée sur l'étude de l'automation programmable. Elle a fait un robot roulage, donc, qui assurait la sécurité et la régulation routière. Mais il s'est fait que quand elle a fait cela, elle n'a pas eu d'encadrement de la part du ministère des petites et moyennes entreprises. Donc on l'a laissé comme ça. Pour le moment, elle est peut-être à Washington, on ne sait pas, parce que là-bas, je crois qu'elle va évoluer, parce que chez nous, il y a ces manques d'encadrement-là des producteurs potentiels. Il y a des gens qui produisent beaucoup, comme de l'huile de palme, donc, mais ils ne sont pas encadrés. Il n'y a pas les techniques mises en place par le gouvernement, afin que ces gens-là puissent s'épanouir. Il y a aussi l'instabilité politique. Donc, un investisseur international ou national, pour investir dans un pays, il faut que ce pays-là soit stable. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent, on lui dit, en fait, disons, quelqu'un qui n'a jamais été au Congo, on dit, je veux aller investir au pays, on lui donne un livre, par exemple, on dit, ça c'est des documentaires sur DAC Congo. Quand il voit déjà DAC Congo, ah, ça c'est noir alors.
ils commencent à dire, donc c'est que Congo. Donc il n'y a que des mauvaises histoires qui sont dites sur notre pays. Alors c'est-à-dire que nous laissons aux Blancs de vendre notre pays, donc de documenter notre pays, alors que nous pouvons aussi le faire. Ça, c'est des pistes, des solutions que je vais donner. Il y a aussi la non-valorisation de nos ressources. C'est-à-dire, on ne valorise pas nos ressources que nous avons d'abord. On ne reconnaît pas ce que nous avons. Imaginez si chaque jour, il y a des gens, par exemple, à la frontière de Kasumbalé, c'est avec la Zambie, là. Donc c'est chaque matin, tu vois, les Congolais, donc chaque jour nous traversons la frontière pour aller payer les feuilles de patates, donc tout. Alors que nous avons ces histoires-là. Pourquoi nous, c'est que nous voulons toujours avoir les histoires chez les autres. Alors qu'on ne sait pas que les autres aussi sont en train de travailler pour avoir ces histoires-là. Alors ça c'est un problème. On ne valorise pas nos atouts. Il y a aussi le climat d'affaires avec les investisseurs internationaux et nationaux n'est pas bon. Mais bon, je vais entrer en détail avec l'instauration du guichet unique qu'on a donné, ça c'est dans des pistes de solutions. Il y a aussi la corruption, comme M. Fabrice a dit. Ça aussi, ça handicape l'industrialisation. Donc c'est pourquoi on n'arrive pas à émerger. Parce que c'est vraiment un facteur qu'on doit vraiment lutter contre, la corruption. Ça c'est vraiment trop capital. Alors, d'après mes recherches, voilà. Donc j'ai voulu d'abord donner maintenant, donc, face à les problèmes que j'ai épinglés. Alors, j'ai trouvé quelques pistes de solutions donc, concernant sur la situation actuelle de notre pays. Comment nous pouvons s'y prendre pour arriver à l'émergence peut-être d'ici 2030, comme c'est le président qui était en train de le dire. Donc, alors, premièrement, d'abord, avant de donner le plus de solutions, j'ai voulu épingler quelques points ici. On doit d'abord noter que le Congo a un déficit, un gap technologique que nous devons combler. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'industrialisation sans la technologie. Ça, c'est vraiment impossible. Alors, le Congo est vraiment en retard. Donc, c'est-à-dire nous développons le sous-développement encore. C'est-à-dire que, premièrement, comme solution, je voulais laisser on puisse recourir à une insertion financière dans l'infrastructure et l'énergie. Imaginez quoi, insertion, c'est-à-dire qu'il y a des flux, des flux mondiaux, c'est-à-dire que les flux est en train de circuler, donc le flux d'argent qu'on peut voir des lignes, c'est-à-dire. Prenons exemple de notre fameux barrage Inga qui est au Bas-Congo. Le barrage Inga a une capacité de produire au moins 100 000 MW. Mais pour le moment, la production actuelle, c'est 39 000 MW par an. Donc, juste c'est une production de 20%, disons. 20%. Alors qu'il y a le 80% qu'on n'arrive pas à produire. Mais récemment, ils ont encore lancé le projet sur le Inga 3. C'est qu'au lieu d'abord de maximiser la production de Inga 1 et Inga 2, mais ils sont en train de lancer encore un autre projet. Alors que nous pouvons maximiser la production de l'énergie, enfin, selon les études, avec des instruments les plus robustes qu'ils ont. Ils ont dit que Inga a la capacité de donner des supplies à l'électricité toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de projet sur la maximisation de la production. Il y a aussi la valorisation de nos atouts. Il y a par exemple le colombo tantalite, le coltan, le cuivre, le cobalt. Donc là, ce sont des histoires que nous devons valoriser. Il y a par exemple le colombo tantalite qui entre dans la fabrication d'ordinateurs. Aujourd'hui, si on se décide de pouvoir que non, on n'exploite pas. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne vont pas fabriquer Apple, Samsung, ils savent quoi ça bloquer. C'est-à-dire que nous devons aussi valoriser nos produits pour dire que sans le colombo tantalite, il n'y a pas d'iPhone. Donc c'est-à-dire que nous devons aussi savoir valoriser nos ressources. Il y a l'installation des industries fines. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Par exemple, on produit le cuivre pire, donc le cuivre cathodique. Directement, c'est envoyé en Chine, donc c'est les Chinois qui payent ça. Alors que nous pouvons aussi installer ces industries de traitement de la métallurgie lourde, c'est-à-dire qu'il y a la métallurgie lourde et la métallurgie fine. Donc on peut traiter ces produits-là pour produire des fils électriques et câbles électriques sur place, et nous pouvons exporter cela.
Il y a aussi l'installation des cabinets d'experts en question d'industrialisation. Donc le gouvernement doit aussi penser à ça. Donc à installer ces cabinets-là d'experts en question d'industrialisation et donner la place aux jeunes dans des entreprises industrielles. Il y a aussi l'instauration d'un climat relativement sain des affaires. Donc récemment, on a instauré ce qu'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire avec le guichet unique, on a la possibilité d'avoir une entreprise dans 3 jours. Donc c'est-à-dire que c'est déjà des symptômes qui montrent que d'ici peut-être 2030, nous marchons vers l'émergence. Ça, c'est quelques symptômes. Donc pour terminer, j'ai voulu prendre quelques exemples des pays qui se sont développés. Donc il y a par exemple les fameux 4 dragons asiatiques dont je cite la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan. Et les autres 5 tigres asiatiques, il y a la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam, aussi les Philippines. Donc ce sont des pays qui, à un certain moment, dont encore leur développement était encore trop faible, ils ont ouvert le marché aux investisseurs nationaux, donc internationaux, disons, et puis ils se sont retrouvés sur la scène internationale. Et ils ont cessé d'être producteurs primaires de produits et donc ils ont envisagé, ils se sont lancés sur le plan international, avoir la part de marché et commencer aussi à donner leurs produits disons, aux besoins d'autres pays. Et voilà, donc cet exemple que je prends ici, c'est pour vous montrer que c'est possible aussi avec notre pays. C'est possible aussi de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de ressources. C'est que le Congo a, mais quand même, ils se sont développés. Donc moi, je crois que si on analyse les ressources que nous avons, je pense que le Congo, d'ici 2030, sera un pays développé. Je pense que j'ai tenu mon propos dans le temps. Merci beaucoup.